Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons une très grande chance puisque nous sommes en compagnie de Patrick Drouot. Patrick Drouot, c'est vraiment ce qu'on appelle un chercheur de vérité. Il a consacré toute sa carrière à élargir le champ des possibles, vouloir élargir le champ des possibles. C'est quelqu'un qui aurait pu tomber dans l'arrogance du scientifique, puisque quand on est comme lui, diplômé de la Columbia Université de New York, ça semble facile de se faire la grosse tête. Et en plus, ça s'est pas arrêté là, tous les titres qu'il a, hein. Il a donné des conférences dans le monde entier, au Brésil, partout, au Portugal, au Kansas. Mais il est toujours resté humble, avec la volonté de faire tomber les frontières, de d'un côté, d'aller chercher le plus sophistiqué, enfin la dernière pointe de l'actualité en matière scientifique, par rapport à une approche quantique en particulier, mais en même temps, il s'est toujours intéressé, il a toujours accepté l'idée que les traditions anciennes pouvaient avoir une certaine, avaient aussi une connaissance, une sagesse, et que vraiment, on avait tout intérêt à s'y intéresser aussi. Voilà, mon cher Patrick, hein, vous êtes donc un homme qui fait tomber les frontières, je trouve ça magnifique. Et alors là, on va parler de ce livre, La révolution de la médecine vibratoire, et cette révolution, elle me plaît énormément, parce que d'habitude, les révolutions sont faites par les bouchers, mais là, c'est une révolution qui est pacifique et joyeuse, qui ne vise qu'une seule chose, c'est la réconciliation de la sagesse du passé et de la projection du futur, enfin, au niveau scientifique. Mais tout d'abord, Christian, hein, merci de me donner la parole, hein. Je suis honoré, hein, donc de votre invitation, hein. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Vous avez dit quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que je crois que pour comprendre notre présent et envisager notre futur, il fallait comprendre notre passé. C'est-à-dire que pour comprendre l'évolution d'un système quel qu'il soit, que ce soit un système, on va dire, lié à la santé, à la médecine, politique, socio-culturelle, il fallait comprendre en fait notre passé pour comprendre notre futur. Et je crois, si vous voulez, que ce qui m'a vraiment interpellé, c'est un livre en fait qui s'appelle toujours Bury My Heart. Bury My Heart, ça veut dire enterre mon cœur. Et enterre mon cœur, si vous voulez, ça a été le premier livre de réhabilitation des premiers Américains, c'est-à-dire l'Amérique indienne ou les Amérindiens, si vous voulez. C'est un livre qui parle de la force de l'amour. Oui, si vous voulez, il est sorti à la fin des années 60, alors que j'étais encore en fac de sciences, et avec des copines qui étaient en fac de lettres, on a vraiment passé des soirées à réfléchir sur, ben, si vous voulez, ça a été aussi un génocide culturel. Quand j'ai passé ma licence de sciences, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup, qui était un peu une terreur pour les étudiants, mais c'était un Alsacien. Moi, je suis Alsacien, je suis né à côté de Strasbourg. Et voilà, voilà, paraîtrait-il que j'étais un étudiant brillant. Et Ouais, il m'a je dit, n'en doute pas, puisque vous avez toujours repoussé les limites de la connaissance. et si vous voulez, c'est lui qui m'a parlé des États-Unis, qui m'a parlé du système universitaire américain. Donc, j'ai passé une équivalence et je suis arrivé en 1973 aux États-Unis. Mais j'avais toujours ce livre en arrière-plan. Et donc, si vous voulez, il fallait voir comment était la France, hein. On a eu mai 68, on a eu ce réveil culturel avec si vous voulez, tout ce qui s'est produit dans les années 70 et 80. Mais l'Amérique des années 70, c'était encore la guerre du Vietnam, c'était la fin de la ségrégation raciale, c'était ces mouvements hippies, New Age, mais si vous voulez, au milieu des universités, un grand nombre d'universitaires et de chercheurs ont commencé à se poser des questions sur la nature de la conscience.
Bon, moi, je suis entré dans un espèce de bouillonnement culturel que j'ai trouvé vraiment génial. Et donc, pour être bref dans toute cette aventure, de temps en temps, j'avais envie de rencontrer des Indiens à cause de ce livre de la fin des années 60, hein, qui avait été écrit par un historien qui s'appelle D. Brown, hein, D-D-E-E, puis Brown. Et si vous voulez, mes amis, mes copains me disaient Indians, no more, il n'y en a plus, quoi. Et en 1975, donc ça faisait 2 ans que j'étais aux États-Unis, parce que j'allais y vivre ensuite 12 ans. Si vous voulez, c'est une patrie d'adoption pour moi. Et donc, des copains me disent, écoute, on a entendu parler d'une cérémonie en Cherokee, en Caroline du Nord. On peut y aller. Alors je leur dis, is that far away? C'est loin. Ils me disent, oh non, non, 500-600 miles, hein, c'est-à-dire entre Ouais, c'est 800 pas, et 1000 pas un kilomètres. problème. C'est d'autres distances. Et en fait, je suis, une fois encore, hein, pour réduire, on est arrivé dans une cérémonie de 4 jours qui s'appelle The Trail of Tears, le chemin de larmes. Et donc, c'est une nuit hein, que les Cherokees faisaient soit tous les ans, soit tous les 4 ans, pour célébrer, on va dire, enfin pour guérir et pour cicatriser d'un traumatisme historique qui a été leur déportation. Ils ont été déportés en octobre 1838 hein, sous la pression des lobbies de Washington. Le président de l'époque, qui s'appelait Andrew Jackson, a signé l'ordre de déportation. Mais Andrew Jackson a été un ancien général de cavalerie. Et pendant sa carrière de broussard, il a exterminé littéralement des milliers d'Indiens qui s'accrochaient désespérément le long du Mississippi. Un Mississippi veut dire le grand bourbeux. Et donc, si vous voulez, 30 000 hommes, femmes et enfants ont été déportés au mois d'octobre 1838, c'est-à-dire le début de l'hiver. Et un Indien sur 4 est mort, si vous voulez, sur la route. Et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, parfois, vous rencontrez des événements fortuits et quelque chose se produit en vous. Moi, j'ai appelé ça, ça a été un catalyseur de mon inconscient profond. Je termine mes études et je passe une thèse sur la nature du temps en mécanique quantique, hein, pour être là aussi court, hein, Il sur reviendra au temps, puisqu'apparemment, il n'est pas si linéaire que ça. non, oh non, 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 surtout pas, hein, ça reste encore une énigme. Mais j'ai repris les travaux de Minkowski, qui a été le professeur de mathématiques d'Einstein. Et Minkowski, en 1908, va développer la métrique spatio-temporelle que Einstein va incorporer dans la relativité générale en 1915. Mais si vous voulez, on va donc parler des espaces de Minkowski. C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose de particulier. C'est un espèce de chewing-gum. Et donc voilà, je rentre en France en 1976, mais avec l'envie de retourner aux États-Unis, mais avec un visa d'étudiant, ben, je ne pouvais pas y rester. Et en 1978, je décroche le bon pont et en fait, je suis engagé par une multinationale de 30 000 personnes qui développait une filiale aux États-Unis. Donc j'ai développé la filiale américaine à New York et ensuite à Chicago. Mais j'avais jamais oublié l'histoire de 1975. Et donc, j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à Manhattan. Et donc, j'ai rencontré des Sioux, des Cheyennes, des Cherokees, des Séminoles, des gens qui se réunissaient, qui se rassemblaient. Et j'ai rencontré mes premiers enseignants. Jamake, qui est un Apache, et puis surtout Lemdir, Serre Boiteux, et ensuite Wallace Black Elk. Et si vous voulez, j'ai réalisé que ces gens, ces légendes, par exemple de la spiritualité Lakota, si vous voulez, neuronalement, ne percevaient pas le monde comme nous. Et ça a été une interrogation
si vous voulez, sur mon cheminement. J'avais une existence dorée parce que j'avais, si vous voulez, j'ai fait partie donc des expatriés des années 70. C'était exceptionnel. On avait plein d'argent, on avait des Ah primes oui. d'expatriation, j'avais une Chevrolet de fonction, j'avais un appartement de fonction au 27e étage, 3e avenue à Manhattan. Mais en même temps, il me manquait quelque chose. Il me manquait, mais ça, je l'ai compris bah, plus tardivement, j'étais coupé avec l'en haut. J'étais, voilà. Et Donc, donc, si vous voulez, je passe sur les détails, mais j'ai aussi rencontré un psychiatre, hein, et c'est là où l'aventure va vraiment commencer, qui travaillait sur les vies antérieures. Donc, entre la nature du temps et les vies antérieures. Paxson. Gregory Paxson, exactement, qui était de Chicago. Et donc, je lui dis, past lives, des vies antérieures, comment ça? Ben, il me dit oui, c'est une interrogation que la communauté psychanalytique rencontre depuis les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, si vous voulez, beaucoup de psy américains. Alors, il faut expliquer, si vous voulez, que les psychologues, par exemple, aux États-Unis, si vous voulez, le système universitaire est un petit peu différent. Un psychologue, il a un doctorat et il est habilité, si vous voulez, si vous voulez, comment dire, vous savez, à faire des ordonnances, hein, ce qu'un psy français ne peut pas Ouais, faire. il peut Et prescrire. oui, voilà, excusez-moi, oui, il peut prescrire. Et donc, bref, Gregory Paxson travaillait donc avec tout un ensemble de psy américains, parce que beaucoup d'entre eux étaient des hypnothérapeutes. Et donc, les hypnothérapeutes, par exemple, vont dire à leurs patients, allez vers la cause, allez vers la cause. Donc, une majorité de gens, de patients vont aller vers des scénarios d'enfants, des traumatismes d'enfants, des vécus papa-maman. Certains vont plonger dans la vie intra-utérine, vont décrire la vie de l'enfant avant la naissance et un certain nombre vont basculer vers des scénarios qui ne correspondent à rien. Donc, un certain nombre de psys vont, si vous voulez, vont penser que ce sont des aberrations du psychisme et vont ramener leurs patients dans leur cadre de travail. Mais un certain nombre de psys vont lâcher la bride et donc vont poser des questions comme si c'était un vécu au temps présent. Qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes? Où vous êtes? Comment vous sentez-vous? Que se passe-t-il? Etc., etc. Et donc, ils ont commencé à se réunir pour réfléchir. Est-ce qu'il y a un aspect de la réalité là-dedans, ou voilà, ce sont C'est des pure aberrations? imagination. Hmm. Donc, si vous voulez, ils avaient fait une constatation, c'est euh, que beaucoup de patients qui avaient expérimenté des scénarios de ce genre se sentaient soit beaucoup mieux dans leur problématique, ou la problématique disparaissait tout simplement. Grégory Paxson me raconte tout ça et je lui dis, vous vous réunissez tous les mois? Il me dit, bon, pas tous les mois, mais parfois dans tous les 6 semaines. Et donc, je lui dis, can I join? Est-ce que je peux me joindre à vous? Ah, il me dit, oh, un physicien, oui, tu auras peut-être d'autres idées que nous, on n'a pas, quoi. Donc, il s'est encore passé 2 ans et en 1981, je vais expérimenter mon premier voyage à travers le temps. Alors, bien sûr, ça a été, si vous voulez, les écrits de mes premiers livres, mais pour moi, ça a été un choc. J'étais devenu une sorte de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est-à-dire que j'étais toujours le patron de la filiale américaine d'une multinationale française, mais le week-end, les choses changeaient. Comme j'ai voyagé de la frontière mexicaine à l'Alaska, puisque l'Amérique du Nord, c'était le territoire de cette filiale, je connaissais aussi bien le centre des États-Unis avec les Grandes Plaines que San Francisco, Los Angeles, Miami, Montréal, etc., etc. Et donc, je profitais aussi pour visiter soit des réserves, soit des musées d'art indien. Voyez, et ça me nourrissait profondément. Mais il y a eu ce choc avec un revécu d'un moine
au XIe siècle. J'ai décrit cette abbaye, j'ai donné énormément de détails parce que nous sommes en 1065. J'ai décrit la bataille de Hastings. Donc ça aussi, ça a été un choc. C'est quoi? Euh, est-ce que je fabule? Est-ce que Le temps et j'invente? l'espace n'existaient plus. Mais oui, mais si vous voulez, c'était plus le vécu. J'étais en Oui, 1065. C'était pas, ah, peut-être que je me demande si c'est pas mon vous imagination. étiez sur une autre ligne temporelle. Exactement, exactement. Et donc, si vous voulez, je me suis procuré un livre sur le haut Moyen Âge et l'abbaye que j'avais décrite, elle existe toujours. Hein, j'arrive tout doucement au livre là, hein, parce que voilà, c'est toute une aventure en fait. Et si vous voulez, je je décris, si vous voulez, et je trouve dans ce livre du XIe siècle eh bien, la description de cette abbaye, qui est l'abbaye du Bec-et-Loing, du côté d'Évreux, en Normandie. Mais en 1983, va se passer deux choses. La première, je fais un voyage d'affaires à Buenos Aires, c'est en 1982, pardon. 1982, je fais un voyage à Buenos Aires et je suis dans un grand hôtel de Buenos Aires. Dimanche matin, si vous voulez, je prends mon petit déjeuner, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui arrivent, des Argentins, et puis deux, trois Américains. Hein, j'entends bien sûr, hein, ils parlaient entre eux. Et tout à coup, si vous voulez, le temps se modifie. C'est-à-dire que pour parler de ligne temporelle, je suis entré dans quelque chose de particulier. C'est comme si le temps se ralentissait, et donc, si vous voulez, il commence à marcher comme dans un film au ralenti. Et tout à coup, je me dis, mais ils sont morts à l'intérieur. C'était comme des coquilles vides. Et ça m'avait, bon, ça a duré quelques secondes, mais ça m'avait marqué. La même année, je viens en France, c'est la semaine des rameaux, et je vais à l'abbaye du Bec-et-Loing. Alors, vous vous doutez que pour moi, bien sûr, j'ai rien dit aux moines, mais j'ai passé une semaine dans une chambre de moine parce que l'hôtellerie était fermée, et c'est vrai que j'ai vécu hors du temps. Le matin, entendre les bénédictins chanter, j'ai retrouvé l'amour du Christ, hein. J'ai retrouvé une dimension que peut-être j'avais oubliée. Mais il y avait aussi si vous voulez, le parcours chamanique, parce que j'ai participé à des rituels. Donc, peu à peu, si vous voulez, ma perception de ce que l'on appelle la réalité a commencé à se modifier peu à peu. Il y a eu l'histoire de Buenos Aires, il y a eu le Bec-et-Loing, et c'est là où je raconte dans ce dernier livre, je marche dans la campagne environnante, il faisait encore froid, mois de mars, et je vois un paysan au loin qui marche. Et il arrive peut-être à, je sais pas, 40, 30 mètres, et je vois une espèce de voile noir sur son ventre. Et je me dis, mais il est malade. Donc, bonjour, bonjour. Puis, je sais pas, on commence à parler. Alors, vous êtes à l'abbaye? Je dis oui, je passe quelques jours. Voilà, c'est une réflexion, vous savez, sur la vie, ceci, cela, quoi, hein. Et puis, machinalement, je lui dis, comment, comment va la santé? Oh, il me dit, arrêtez, j'ai un cancer du côlon. Ah bon? Il me dit, oui, et ça s'arrange pas, quoi, hein. Alors, vous savez, j'ai dit, ah, bah, écoutez, désolé, je ne sais pas que ça va aller. Et je l'ai vu partir avec son voile. Et je me suis dit, bon sang, mais est-ce qu'on peut voir la radiation qui est émise par un être humain? Voilà. Alors, cette Ça m'a fait- information était en lui, mais comment aller chercher l'information quand on ne s'appelle pas Patrick Drouot? Vous allez nous expliquer. Alors, si vous voulez, alors bien sûr, hein, ce phénomène, il s'est amplifié avec les années. Ça a été, si vous voulez, le début des années 80 a été une période pour moi extrêmement riche, hein, parce que il y avait la démarche chamanique, j'aimerais en parler deux secondes par rapport à la physique quantique, hein. Il y a eu euh, le,
la rencontre avec les psys américains qui travaillaient sur les vies antérieures. Et puis, il y a aussi eu 20 ans de Kriya Yoga. Et puis 4 ans de médecine tibétaine avec le docteur Yeshidonden, qui était l'ancien médecin de sa sainteté. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire, Christian, c'était de conserver une approche, entre guillemets, relativement scientifique dans un monde qui ne parlait pas de la même manière. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, tous ces gens-là ont été des précurseurs de, on va dire, d'une forme de réalité quantique. Il y a un homme que je voudrais citer parce que j'ai quand même cheminé 2, 3 ans avec lui, c'est Jabran. Jabran, c'est un soufi, c'est la branche mystique de l'islam. Donc le terme de soufisme euh, désigne les pratiques mystiques de l'islam visant la purification de l'âme. Il s'agit d'une voie spirituelle en vue de se rapprocher de Dieu. Et Jabran affirmait que les soufis établissent depuis des siècles une distinction bien nette entre la réalité observable et le monde invisible. Et ça nous conduit, et ça m'a conduit à redéfinir la notion même de réalité, puisque certains physiciens, dont Bernard d'Espagna, dans les années 80, parlaient de réel voilé. Il y aurait une multitude d'univers parallèles. Alors, si vous voulez ça, c'est la théorie de Hugh Everett. Hugh Everett a passé son doctorat, si mes souvenirs sont bons, en 1957. Et Hugh Everett, donc, son sujet de thèse, il l'a appelé The Many World Thesis. Si vous voulez, la thèse de la pluralité des mondes. Et donc, il a essayé de démontrer que par rapport à la réalité que nous observons, il y a une multiplicité de réalités, voire de mondes. Alors, les écrivains de science-fiction se sont rués dans la brèche, hein, et dans les années 60 et 70, donc, par exemple, Christian, hein, vous êtes un médecin homéopathe avec une perception et un spectre de perception plus large. Mais ça, c'est votre terre originelle, c'est votre réalité. Mais dans une vie parallèle, par exemple, je sais pas, vous pourriez être un gladiateur à Rome, voyez. Vous pourriez être, je sais pas, pourquoi pas, Tout est un possible. chaman, voyez, etc. Vous pourriez être un disciple d'Avicenne, le fondateur de la médecine arabe à Ispahan. J'ai j'ai été très interpellé par la, la perception de la médecine et de la maladie par Avicenne, qui était donc le prince des médecins au 9e siècle ou au 10e siècle, je ne me rappelle plus maintenant, à Ispahan, hein, qui était une ville de l'Iran actuel. Et la maladie, alors, après tout ce que vous avez étudié, ne serait-ce pas une déconnexion avec justement la force créatrice qui fait pousser le brin d'herbe? Oui, si vous voyez bien sûr, hein, si vous voulez, on va dire dans la pratique spirituelle d'un certain nombre de peuples, hein, on va parler de prana, on va parler de chi, on va parler de ki, on Voilà. va parler de mana. Hein. Le mana, c'est la Polynésie. On va parler de Wakan. Hein. Wakan, c'est le grand mystère. Hein. C'est ce qui permet à l'être humain, c'est ce qui permet de vivre, hein, c'est ce qui permet aux plantes de pousser, etc., etc. On a fait à travers mes livres, hein, j'ai été invité en Polynésie et je suis allé, oh, on va dire, écoutez, à peu près une quinzaine de fois à Tahiti. Et comme j'ai une passion pour les anciennes cultures de l'humanité, eh bien, j'ai étudié l'ancienne, on va dire, spiritualité, si on veut dire polynésienne. Mais c'est extraordinaire. Regardez les Hawaïens, par exemple. Et vraiment, j'ai une bonne pensée pour eux avec les incendies gigantesques qu'il y a eu.
parce que c'est vraiment un peuple qui est les Hawaïens, les Polynésiens, vraiment c'est quelque chose de particulier. Donc, les Hawaïens disent que l'être humain possède trois âmes, une âme ordinaire, une âme enfant et une grande âme. Mais vous savez que la psychanalyse moderne parle de la conscience ordinaire, de l'inconscient ou du subconscient, subconscious, hein, sous la conscience, et puis la conscience supérieure, donc qui Ils a avaient été. tout dit. Voilà. Alors donc, si vous voulez, je vais commencer à me dire, mais est-ce qu'il y a des liens entre la pensée moderne et puis ces pensées si anciennes? Et je vais vous donner un exemple. On a commencé à soupçonner, si vous voulez, d'abord que l'être humain, c'est un bloc informationnel complexe. C'est-à-dire qu'autour de nous, si vous voulez, il y a un corps d'énergie. Les traditions donc vont le nommer différemment, enfin les, parce qu'il y en a plusieurs, vont les nommer différemment, mais Corps on va éthérique, par retrouver, exemple. voilà, par exemple, corps éthérique, hein, chez les Égyptiens, c'est le cas. Je crois que chez les kabbalistes, c'est l'astrosome inférieur, Vous avez etc. dans ce livre aussi formidable une image très parlante, c'est l'image de la poupée russe, de toute façon, pour décrire les différents Complètement. corps. Nous sommes des bandes vidéo vivantes, c'est-à-dire que cette structure, ou si vous voulez, ce corps d'énergie, eh bien, commence à se programmer à peu près vers 3 mois fœtal. C'est-à-dire que si on monte de plus en plus haut, si vous voulez, dans cette structure vibratoire, il y a toute l'histoire de la personne qui est engrammée. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a toutes les belles choses que nous avons traversées, mais aussi parfois les choses tristes et les traumatismes. Donc ça va créer des réseaux mémoriels toxiques, ça va créer des micro-fractures, alors Voilà, petites ou plus vous employez une importantes. expression très parlante, c'est kyste mémoriel. Oui, 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 des kystes mémoriels. Donc on a commencé à Et même soupçonner encore, je vous que interromps ce encore, qu'on Patrick, appelle. il y en a même une autre qui est encore plus parlante. Vous parlez de grenade éthérique. Oui, 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 oui. Il y Et c'est a, ça si vous voulez, ce sont comme des petites grenades. voilà. Vous voulez, imaginez par exemple, c'est quoi un traumatisme? Alors, on va prendre un cercle. C'est le souvenir de quelque chose auquel est accolée une charge émotionnelle. Donc, cette charge émotionnelle, ça peut être peur, honte, chagrin, tout ce que vous voulez. Et donc, cette petite grenade, eh bien, imaginez un arbre. L'arbre, il est debout et cette petite grenade, elle explose à l'intérieur du tronc. Mais elle n'est pas assez puissante pour faire exploser l'arbre. Extérieurement, Mais ça ne se voit pas dans un premier le temps. voyez exactement, mais vous allez avoir des fractures à l'intérieur de l'arbre. Et donc, on a commencé à soupçonner, si vous voulez, que ces zones possibles de vide, eh bien, pouvaient générer, on va dire, alors soyons, voilà, des aberrations émotionnelles. Voilà. Hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, une personne va commencer à ne plus percevoir ce qu'elle est réellement et le monde qui l'entoure. Voyez, et puis quand ça s'aggrave, eh bien là, vous avez bien sûr les phénomènes de déprime, les phénomènes de dépression nerveuse, voyez, etc., etc. Vous Mais pourriez, pardon, Patrick, nous raconter l'histoire d'Aranza. ah, Hamza, oui, oui. Hamza, c'est une basque, hein, c'est une coach hein, qui a accepté, si vous voulez, de témoigner. Elle était de passage en France il y a une quinzaine de jours, en fait, et elle est passée à la maison, donc on a pris un verre, on a discuté. Si vous voulez, je crois que pendant presque 25 ans, elle a eu un espèce d'eczéma purulent avec des crevasses. Hein. Et donc, l'été, ça s'aggravait avec la chaleur et donc elle pouvait à peine marcher et elle disait qu'elle souffrait terriblement.
elle a tout essayé. Elle a essayé la médecine conventionnelle, on va dire les médecines dites parallèles, c'est-à-dire des magnétiseurs, le Reiki, l'homéopathie, l'acupuncture. Alors, il y avait des améliorations, mais qui ne duraient pas. Et en fait, si vous voulez, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près, elle m'explique en fait son cas. Alors, ce qui m'intéressait aussi, bon, je ne reçois plus, hein, je fais principalement de la formation et de l'enseignement, mais ce qui m'intéressait dans son cas, c'est, on va dire, un cas un peu désespéré, quoi. Et en fait, j'ai trouvé, si vous voulez, des informations d'un passé antérieur, hein, liées au feu, liées au bûcher. Mais quand j'ai brûlé cette information, si vous voulez, c'est un peu la technique du puits vert, hein. Enfin, j'ai pas de cristal là, mais vous voyez, par exemple, je vais prendre si vous voulez, un bâton photonique, hein. Vous voyez, tac, 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 tac. Si vous voulez, c'est un peu la technique du puits vert. Et donc, on va brûler cette information. Alors, vous comprenez, je réalise réellement que nous sommes dans l'empirisme. Donc, avec une approche rationnelle et analytique, hein, mais c'est un peu difficile. Donc, ce qu'il nous fallait dès les années du début, c'était désespérément des résultats, et pas seulement un de temps en temps parce que j'étais de bonne humeur ou etc., etc. Mais il fallait, voyez. C'est l'histoire de Janine, hein. J'ai voulu raconter ces cas que je n'avais pas racontés avant pour expliquer que ces phénomènes sont réels. Ce ne sont pas uniquement, si vous voulez, de la méditation en regardant le firmament. Il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre qu'une pathologie quelconque, alors on ne va pas parler d'une otite ou d'une gastro, qui sont des choses gênantes, mais qui ne durent pas. On va parler vraiment de choses beaucoup plus sérieuses. Eh bien, la pathologie, c'est d'abord une information. Et l'information, c'est quelque chose de fondamental dans le domaine quantique. Si vous Pardon voulez, Patrick, si c'est d'abord une information, ça veut dire qu'une approche purement matérielle ne suffit pas. Enfin, si vous voulez en peine clair, ou tout au moins, il y a souvent un récidive. Hein. si vous voulez en clair, la physique quantique, elle confirme qu'il existe au cœur même de la matière une grammaire, hein, informationnelle capable, si on l'adapte à notre conscience et à notre environnement, d'expliquer comment tous ces phénomènes sont réels. Par exemple, le modèle holographique de Bohm, de Carl Bribham, suggère que dans l'univers, tous les éléments sont intimement liés, voyez. Et l'univers, c'est c'est un gigantesque hologramme, c'est c'est un c'est une bulle informationnelle complexe, hein. Et l'être humain est une bulle informationnelle complexe, hein. Donc c'est la raison pour laquelle, Christian, moi je reconnais, hein, les bienfaits de la médecine moderne. Je dois quand même le dire, beaucoup de gens sont encore vivants aujourd'hui grâce à cette Voilà, mais médecine. vraiment, c'est ça. Nous, c'est un plaidoyer pour la réconciliation. Aucune des deux ne doit exclure l'autre. Regardez, regardez Christian, la médecine entre guillemets moderne, elle est née avec la révolution industrielle du XVIIe siècle, hein. C'est-à-dire on a commencé à mieux comprendre tous les phénomènes qui structurent notre environnement. Donc, ça nous a permis aussi de sortir de certaines superstitions du Moyen Âge, Et ça, hein. ça a Par été exemple, positif, bien sûr. Dieu nous a punis, on n'a pas Oui. pris à... Ah bon, je crois que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc, si vous voulez, est née la médecine conventionnelle, mais dans les années 60 est née la médecine du corps-esprit. La médecine du corps-esprit, si vous voulez, des gens, par exemple, comme le couple Simonton, lui, c'est un cancérologue, un oncologue, et son épouse est une psychologue. Donc, ils ont Utiliser commencé, beaucoup la visualisation. bien sûr, l'imagerie guidée.
bien sûr. Et donc, ils ont D'ailleurs, il y commencé. a un protocole formidable, j'ai trouvé, pour revenir à votre livre, c'est la visualisation du Bouddha de médecine. Ah oui, Magnifique. Sanghye Nenna. Oui, le Bouddha de médecine. Donc, si vous voulez, oui, parce que dans ce livre, j'ai mis, je ne sais plus maintenant, 8 ou 10 exercices différents. C'est Ce qui est formidable, c'est que leur simplicité n'égale que n'en est- la puissance n'en égale que la simplicité. Pardon, je vais y arriver. Oui, donc, si vous voulez, est née cette médecine du corps-esprit, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre en compte la donnée esprit. Alors, bien sûr, d'autres médecines existaient déjà. Il y avait l'homéopathie, enfin, moi, je connais un petit peu, mais je reconnais aussi que l'homéopathie et les dilutions homéopathiques, elles montent dans l'éthérique, donc Et les informations. l'homéopathie, c'est une information. Absolument, absolument. Et il y a même quelque chose qui compte, mon cher Patrick, enfin, pas moi qui vais vous l'apprendre, je sais que vous le savez, mais l'énergie du prescripteur est importante. Complètement, complètement. Complètement. Vous savez pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que, si vous voulez, là, le concept de résonance quantique, donc en physique, si vous voulez, permet d'expliquer que le vivant émet une radiation. Donc, nous sommes des biorésonateurs, c'est-à-dire des structures résonantes biologique, vivante. Maintenant, l'énergie que nous avons et que nous émettons est fondamentale. Maintenant, il y a autre chose, c'est l'histoire de la cohérence cardiaque. Ah oui. Enfin, Alors, moi, si vous voulez, la cohérence cardiaque, en fait, j'ai préféré le terme qui est un petit peu plus comme ça, de restructuration neurocardiovasculaire. Alors, pourquoi restructuration? Vous savez que notre cerveau, enfin le néocortex, nous permet d'apprendre. Donc on va apprendre de nouvelles choses. On va dire, ah, c'est comme ça, ah, bah tiens, c'est intéressant. Et donc on va parler de plasticité neuronale. Mais le cœur, à travers son petit cerveau, il est aussi capable d'apprendre. Et donc on va parler de plasticité neurocardiovasculaire. et vous Donc, à parlez de travers son code petit cosmique. cerveau, oui, alors, bah, je vais y arriver au code cosmique parce que ça aussi, c'est génial. Si vous voulez, notre cœur, il a un petit cerveau et donc, à travers son rythme, c'est un oscillateur, mais un oscillateur émet un champ électromagnétique, un signal électrique à travers son activité, hein, qui est mesurable chez le médecin ou chez le cardiologue, eh bien, va émettre un champ électromagnétique. Donc, on va parler de champ cardio-électromagnétique. Et donc, on les pris Bram, hein, à l'université du Texas, à Houston, qui a découvert que, ah, c'est un neurochirurgien d'origine, hein, Karl Pribram. Notre cœur émet une radiation mesurable jusqu'à 2,50 m et 5000 fois plus puissante que le Le champ cerveau. magnétique émis par notre cerveau. C'est-à-dire que nous émettons vraiment une radiation. Maintenant, vous parlez de code cosmique, hein. Un certain nombre de physiciens, vous savez, l'univers, c'est quelque chose de parfait. C'est, c'est quelque chose d'extraordinairement beau. Et donc, on va parler d'univers élégant. Dans cet univers élégant, si vous voulez, tout est ajusté. Et donc, un certain nombre de physiciens se sont posé la question de savoir si, avant le fameux Big Bang, hein, cette explosion originelle, il n'y aurait pas eu un code cosmique qui a structuré la perfection du Big Bang et l'élégance de notre univers. Donc, je me suis dit, euh, vous savez que il y a toujours un rayonnement de fond qui existe, hein, dans l'univers.
qui provient en fait de l'origine de l'univers. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait caler notre cœur sur la perfection de l'univers? Donc, qu'est-ce que j'ai proposé en imagerie guidée? Je respire à travers mon cœur la perfection de l'univers et la perfection du code cosmique originel. Je connais bien, enfin j'ai bien connu à une époque les travaux des Russes, hein, parce que j'étais invité à Novosibirsk et puis en 2015-2016 j'ai fait des conférences à Moscou. Donc, je connais un petit peu, si vous voulez, ce que les Russes font. Hein, on connaît plus de choses de ce côté-ci de l'Atlantique et puis les États-Unis, mais Novosibirsk, c'est une ville de 2 millions d'habitants et c'est la cité de l'esprit. Et du temps de l'ère soviétique, dès la fin des années 40, les Russes avaient, si vous voulez, accordé des crédits militaires très importants sur la recherche parapsychique. Et donc, ils ont fait des tas de découvertes. Quand nous, on dit, oh, les vies antérieures, on ne sait pas trop, oh, la vie intra-utérine, on ne sait pas trop, oh, la télépathie. Ben, la télépathie, les Russes l'appellent les chants de Kozyrev. Kozyrev était un astrophysicien des années 50 et des années 60, et ainsi de suite. Mais si vous voulez, les Russes ont essayé. Vous connaissez l'hypothèse Gaïa, Christian, vous savez, le concept de la Terre vivante. Hein, Allez nous le euh, rappeler. à la fin des années 70, un scientifique émérite James Lovelock, a écrit un livre avec une microbiologiste de la NASA. Ils l'ont appelé l'hypothèse Gaïa, parce qu'ils ont essayé de démontrer que la Terre fonctionnait comme un organisme complexe et donc qu'elle était vivante. Et donc, bien sûr, ils se sont fait taper dessus à l'époque, mais la pensée de Lev si vous voulez, a commencé dans les années 90 et surtout 2000. On a commencé à réfléchir différemment sur le concept de terre vivante. Mais les Russes, à Novosibirsk, à l'Institut de recherche clinique et expérimentale, sont allés beaucoup plus loin. Ils ont supposé que l'univers était vivant. C'est-à-dire qu'il y avait des structures et des comportements hautement complexes qui font penser à un organisme vivant. Voyez, Il est moi je trouve, information lui aussi. pardon. Il est information lui aussi. Bien sûr, mais c'est encore plus qu'une information. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'univers est, pour utiliser le terme, il est informé, et donc cette information, eh bien, nous pouvons la capter. Moi, je crois profondément, Christian, en la magie. Voyez? Mais, parce que si vous croyez à la magie, eh bien, vous vivez magiquement votre monde. On ne le vit plus, si vous voulez, comme, on va dire, une structure intelligente, un humain intelligent. Nous devenons un danseur parmi les étoiles. C'est très beau. Et quand on parle de magie, on est obligé de penser à la notion de médecine non localisée. Ah, mais oui, la médecine non locale, si vous voulez, ça veut dire que j'ai observé et vécu de nombreuses pratiques rituelles de guérison. Donc, j'ai vu des choses en Polynésie, dans le Grand Nord canadien, en Amazonie. Vous savez, à un moment donné, c'est comme si j'essayais de démontrer que tous les prophètes de toutes les religions, eh bien, c'était des psychotiques et qui se sont trompés. Ça voudrait dire que toutes les religions sont fausses, hein, et c'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez, là, j'ai observé ces pratiques et qui m'ont clairement montré à quel point l'intention consciente et l'attention d'une personne peuvent affecter les fonctions cérébrales et physiques d'une autre. Comment est-ce que c'est possible alors que les deux sujets sont séparés parfois par des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres? Voilà. L'intention est essentielle, c'est comme dans la prière.
Oui, la prière, il y a c'est un médecin américain qui a été urgentiste pendant la guerre du Vietnam, donc c'est un monsieur maintenant qui a un certain âge, mais c'est Larry Dossy. Larry Dossy, je crois aussi que c'est à l'université du Texas, hein. Alors je ne sais plus si c'est à Houston ou à Dallas maintenant, mais il a créé un pôle de recherche sur la puissance et le pouvoir de la prière, hein. Voyez, je trouve que l'approche américaine, c'est une approche, ils sont pas plus, si vous voulez, ils croient pas n'importe quoi, mais il y a une ouverture que j'ai pas trouvée ailleurs, en fait, hein. C'est la raison pour laquelle, en 1989, et c'était pas le thème de ce livre-là, j'ai été cobaye dans un laboratoire en Virginie, à côté de Charlottesville, et on m'a mis 12 électrodes dans la tête, hein. Donc j'avais un casque avec des petites aiguilles. J'étais dans une pièce isolée, blindée de plaques de cuivre, sur un lit à eau, et j'étais harnaché comme un singe de laboratoire. Des sondes de mesure de résistance de peau, une sonde cardiaque, hein, euh, respiration, etc. Et donc j'avais un casque et un micro. Et donc on m'a demandé de percevoir des gens à distance, hein. Donc ça, c'est quelque chose que je raconte dans mon troisième livre qui s'appelle Guérison spirituelle et immortalité. C'est du réel. Ce livre, oui, qui a eu tant de succès. Mais vous comprenez, vous connaissez cette fameuse phrase, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Exactement, oui. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme un mariage. Il faut que l'un et l'autre puissent cohabiter harmonieusement ensemble. Nous sommes des blocs informationnels complexes. Donc, le concept de la santé, elle va passer à travers plusieurs perceptions Voilà, une et approche plusieurs. multidimensionnelle. Si on ne comprend pas que nous sommes des êtres hybrides, c'est-à-dire aussi bien physiques que vibratoires, hein, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit Et peu. le corps éthérique serait composé de particules qui se déplaceraient plus vite que la lumière. Donc, Si vous voulez, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, il n'y avait que deux universités au monde qui travaillaient sur l'existence possible d'un corps, entre guillemets, d'énergie, d'un corps subtil. Ce sont une fois encore les Russes à Novosibirsk, en Sibérie. Et donc, j'ai bien connu, parce qu'il est décédé maintenant, le professeur Kaznacheyev, mais Kaznacheyev, c'était un académicien. Donc, écoutez, l'Institut de recherche clinique et expérimentale à Novosibirsk, en 1990, c'était 1000 chercheurs à temps plein et 4000 chercheurs à temps partiel. Quand Kaznacheyev, je l'ai fait venir en France à l'époque, il m'avait montré un film, si vous voulez, sur les cassettes VHS de l'époque, mais c'était hallucinant. Et donc, quand des gens disent, oui, mais alors là, faut faire attention, il y a des dérives, je ne comprends pas. Je comprends pas. Maintenant, les Russes l'appelaient le corps bioquantique. Maintenant, vous allez à Stanford. Stanford, c'est pas rien non plus. C'est l'une des grandes universités il y a américaines. même un parking des prix Nobel à Mais Stanford. oui, si vous voulez, vous savez, il y a on va dire un club, une ligue, hein, des grandes universités américaines, dont Columbia et Stanford font partie. Il y en a d'autres, il y a Yale, bien sûr, il y a Harvard, la célébrissime, mais au département de thermodynamique, hein, de Stanford, qui était piloté par le professeur Tiller. Et Tiller, je l'ai bien connu et je connais bien ses travaux. Eh bien, avec ses étudiants en postdoc, il travaillait sur l'existence possible, enfin, on dit possible parce que voilà, d'un corps d'énergie que eux ont appelé le corps tachyonique, hein. Donc, les Russes, le corps bioquantique, et les Américains, le corps tachyonique. Tachyonique provient du terme tachyon, qui en grec veut dire ce qui va vite. Et le premier, je crois, qui a utilisé le terme de tachyon, c'est un physicien
américain d'origine allemande qui s'appelait Henri Margenau. Ça a été repris dans les années 70, je crois, par Stephen Weinberg. Mais donc, on suppose, si vous voulez, que les tachyons sont des particules qui se déplaceraient à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et donc, ce corps d'énergie serait fait de particules, mais qui se déplaceraient à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais vous comprenez, Christian, quand les anciens parlent de corps de lumière, mais ils ont complètement raison, Et- puisque la lumière contient et véhicule des informations, exemple les fibres optiques, hein. Et Donc, ça quelque part, explique aussi, pardon, je vous interromps, ça explique aussi quelque part les guérisons miraculeuses. mais oui, écoutez, vous savez, bon, nous allons tous vers, on va dire, une forme de dissolution finale depuis notre naissance, etc. Mais en 40 ans de travail, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une mauvaise structure vibratoire et qui me dit je vais bien. Bien sûr. Et l'inverse, quelqu'un qui a une bonne structure vibratoire avec des paramètres, parce que bon, il y a toute une étude, si vous voulez, qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, qui me disent je me traîne, je vais pas bien. Non, les deux vont de pair. Je C'est vais vous certain donner que un quand exemple. on, pardon, c'est certain que quand on a des grenades éthériques, on y revient. Alors, comment les réparer, ces grenades éthériques? Enfin, Bah, à ce moment-là, si les vous... désamorcer. Alors à ce C'est moment-là, ce que les gens qui nous écoutent veulent savoir. On voudrait ben, savoir. on fait du Harry Potter, c'est-à-dire que vous allez trouver, si vous voulez, vous comprenez bien que on peut éventuellement modifier notre futur, c'est-à-dire vous comprenez, si vous pensez d'une certaine manière et vous augmentez le spectre de votre perception, votre futur se modifie. On peut prendre des cas simples, quelqu'un, si vous voulez, qui est vraiment pas bien dans sa vie, qui est en déprime et qui va dire j'en ai assez, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi, je veux comprendre d'où ça vient. La personne va modifier son futur, mais vous ne pouvez pas modifier votre passé. Donc, hein, Philippe Guillemot lui parle de rétrocausalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations du futur, mais ça, on l'a fait depuis pas mal d'années aussi, voyez. Mais on ne peut pas modifier son passé. Par contre, ce que l'on peut modifier, c'est la charge émotionnelle qui existe dans un événement de votre passé, qu'on va donc appeler un traumatisme, La perception. ou un syndrome, pardon. J'ai dit la perception. On peut modifier la perception. Ah, c'est plus que modifier la perception, c'est vraiment Oui, déprogrammer. déprogrammer complètement. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, vous explosez, en fait, cette petite Oui. grenade, hein, voyez. Et là, parfois, il y a des surprises, hein. Alors, là aussi, j'ai voulu dire ce qui m'avait tellement interpellé dans les années du début, c'était des objets physiques qui disparaissaient, des kystes, hein, des fibromes, des masses, si vous voulez, une espèce de grosse masse de quelqu'un qui était grosse comme mes deux poings. Donc, je me disais, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que, vous savez, en science, enfin, la logique scientifique du XVIIe siècle, c'est ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. Donc, je me dis, il faut que ce soit vérifiable, il faut que ce soit quantifiable, il faut que ce soit répétitif. Alors, le drame, c'est que ça marche pas à tous les coups, mais ça a quand même marché un certain nombre de fois et suffisamment pour dire qu'est-ce qu'on fait exactement. Est-ce que, voilà, j'étais de bonne humeur? Est-ce que la personne était, voilà, donc j'ai La raconté des notion de cas. foi peut intervenir aussi. Oui, mais dans certains cas, la personne ne sait même pas Oui. ce Oui. qu'on a fait sur elle. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le cas de Janine. Donc, si vous voulez, Janine, elle a un fibrome de 11 cm. Elle me dit, je vais me faire opérer
jeudi, c'était un dimanche matin, bon, je raconte dans le livre, et donc elle me dit, oh, vous pouvez faire quelque chose. Et je lui dis, ben écoutez, parce qu'il y a des médecins et des chirurgiens qui ont travaillé avec nous. Et donc, on a des retours, si vous voulez, de choses qui ont été faites en post-opératoire. Alors, d'une manière relativement discrète, bien sûr, mais quoique non. Non, 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 il y a des hôpitaux où c'est beaucoup plus visible. Et donc, je lui dis, écoutez, je vais vous mettre un espèce de cataplasme de lumière, hein, c'est-à-dire que je vais renforcer l'épaisseur de la zone dense de ce second corps, parce que l'expérience démontre que la cicatrisation est plus rapide. Donc, je fais mon truc, hein, je dis, je vais vous mettre un... Et tout à coup, derrière mes yeux clos, je vois le Bouddha de médecine. Il est magnifique. C'est une diapositive. Ça a duré quelques secondes. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je lui dis, aidez-la. Elle n'a pas le temps de comprendre. Et donc, si vous voulez, j'ai vu des rayons de lumière qui sortaient du Bouddha, du chakra du cœur. Je prends ces rayons et je les mets sur le bas-ventre de la dame. Mais je dis pas, j'ai vu le Bouddha de médecine, Oui, il est oui. magnifique, je n'ai rien dit. Vous voyez. Et je dis, bah, écoutez, voilà, après votre opération, vous pouvez le faire aussi. Vous prenez comme de la matière vibratoire et vous étalez comme une crème sur l'endroit qui a été opéré. On a, écoutez, 40 ans de travail, ça représente quand même un sacré paquet de gens et tout autour de la planète. Et ça Et élargit considérablement l'art de guérir. c'est pas uniquement des Gaulois, c'est des Indiens en Amazonie, des Indiens du Grand Nord canadien, des Polynésiens, des gens qui pensent complètement différemment de nous, un aborigène que j'ai rencontré à Papeete, qui avait enfin des problèmes pas possibles, et tout à coup voilà quoi. Hein. Donc la dame, elle m'appelle 15 jours après, elle me dit l'opération a été annulée, le fibrome a disparu. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, écoutez, voilà. Donc, vous comprenez, il y a des moments dans mes délires, je disais, ouais, j'aimerais bien faire des miracles et j'aimerais bien en faire plusieurs, parce que je voudrais comprendre comment faire, parce que si je comprends comment faire, eh bien, je pourrais l'enseigner à d'autres. Et donc là, je reviens à ma petite démarche bouddhique non seulement pour moi, mais pour le bien de tous les êtres. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois Et là, profondément. vous faites un beau cadeau en enseignant ça, hein. Et Voilà. puis, je pense que vous ne manquez pas d'exemples où la notion de vie antérieure a permis de faire des Mais si vous voulez, transformations extraordinaires. alors, si vous voulez, parlons extrêmement rapidement de l'approche de la Karmique. maladie en médecine tibétaine. Lorsque le Bouddha a eu l'illumination sous l'arbre Bodhi, et donc on est allé avec ma femme à Bodh Gaya, et on a vu le ficus où le Bouddha a eu l'illumination. Donc vous avez toutes les communautés bouddhiques d'Asie, les Coréens, les Japonais, les Chinois, les gens qui viennent de Malaisie, enfin bref, si vous voulez, et ils tournent autour de ce ficus qui est énorme, quoi. Enfin bref. Et donc, il a l'illumination et il comprend que l'être humain est affligé de 84 000 sortes d'afflictions. 84 000. Vers le XIIIe siècle, un lama tibétain qui a été un enseignant exceptionnel, qui s'appelle Tsongkhapa, va réformer, si vous voulez, certains aspects de la vision médicale. Et donc, si vous voulez, il va développer un concept de 1016 maladies réparties en 4 stades, donc de 404 chacune. Les petits bobos, hein, une fois encore, hein, vous avez une otite, vous avez je sais pas quoi, Un comment ça s'appelle, orgelet, un un truc. orgelet, vous avez une gastro, bref, si vous voulez des choses, voilà, mais qui passent. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie de maladies, ce sont des maladies plus importantes qui vont toucher les reins, qui vont toucher le cœur, les poumons, bref, les organes moteurs. La troisième catégorie, 404 toujours, ce sont les maladies d'origine karmique. Hein.
Et puis la quatrième, si vous voulez, ce sont des maladies dues aux énergies ambiantes, les énergies de maison, les énergies aux alentours, bref, etc. Et donc, quand j'ai rencontré le docteur Donden, et quand j'ai suivi ses cours, parce qu'il était l'ancien médecin du Dalai Lama, qui a fui avec sa sainteté en 1959, il a été une icône de la médecine tibétaine. Des milliers de malades se sont traînés à Dharamsala, des cancéreux, parce qu'il a énormément aidé de gens pour, si vous voulez, qui étaient affligés de cette pathologie. Donc, je dis au docteur Yeshi Londen, euh, comment est-ce que vous reconnaissez une pathologie d'origine karmique? Et il me dit, c'est tout, enfin traduit, puisque lui ne parlait que le tibétain, donc il avait un médecin tibétain de Calcutta, mais qui parlait anglais. Il me dit, c'est tout problème qui résiste à tout traitement usuel. Et là, j'ai pensé à tous les gens qui disent, ils savent pas, ils comprennent pas. J'ai passé des radios, je fais des IRM, fait une scintigraphie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et là, on peut commencer à soupçonner que ça pourrait être une maladie d'origine karmique. Et ça ouvre des portes extraordinaires. Voilà, Soit dans le monde de l'espoir. voilà. C'est ce qui Non, me... non, si vous voulez, je fais surtout de l'enseignement maintenant, hein. J'ai un séminaire à Toulouse, hein, mais si vous voulez, qui est fermé maintenant. Il y en a un à Nice, et puis je fais une conférence à Grenoble, à la librairie du Temps, hein. Je fais plus trop grand-chose maintenant, parce que, bon, voilà, j'avance en âge, hein. Mais si vous voulez, c'est pour moi, je suis un témoin de l'inexplicable. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer en termes aussi simples que possible la réalité de l'invisible. Maintenant, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent, hein. Ce que vous démontrez brillamment, c'est que le subtil a autant d'importance que le tangible. Mais oui, si vous voulez, vous savez, on pourrait dire, si je pose la question, Christian, est-ce que vous pensez que votre manière de penser influence votre bien-être? Même quelqu'un qui n'est pas nécessairement branché, entre guillemets, va dire, ben oui, On hein, si peut, vous pensez toujours négativement, on peut ben, facilement comprendre qu'on ne peut pas être heureux en pensant triste. exactement. Et donc, c'est la même chose, si vous voulez, lorsqu'on prend conscience qu'il y a une structure. Mais si vous voulez, c'est pas évident, hein, pour parler encore une fois, d'un concept en mécanique quantique. It's a quantum jump. C'est un saut quantique de la perception. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de passer du visible, du démontrable, du mesurable vers quelque chose qui n'existe pas. Donc, on a été obligé de penser différemment. Je vais vous donner un exemple sur les médecines traditionnelles. Et après, je crois qu'on va conclure, Oui, hein. oui, oui. Mais, euh, si vous voulez, vous savez que dans le chamanisme originel, l'univers réel est perçu comme trois mondes. Un monde souterrain, un monde physique et un monde sublimé, un monde d'en haut. Il va y avoir, si vous voulez, dans on va dire, les thérapeutes chamaniques, hein, il y a trois catégories aussi. Il y a ceux qu'on appelle les rebouteux, hein, qui font de la petite médecine, qui réparent des fractures, des blessures, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle medicine man, medicine woman, hein, les hommes et les femmes médecine. Donc, eux vont connaître des prières, vont connaître des cérémonies, des rituels, bref, voyez, mais le véritable chaman, c'est celui qui voyage dans les trois mondes. Donc, le chaman, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque quelqu'un est malade, il va quitter son corps, il va vivre ce que l'on appelle l'extase chamanique. Il va aller dans le monde des plantes et il va demander à l'intelligence d'une plante de dialoguer avec l'intelligence de la maladie. Et donc l'intelligence de la plante va essayer d'éradiquer l'intelligence de la maladie pour
arrêter la maladie. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais bon sang, ils se servent euh, de forme intelligente. Ils reconnaissent que la pathologie, c'est une intelligence. Et donc, ils utilisent des artifices pour essayer, si vous voulez, c'est comme si j'arrêtais d'arroser une plante. Voyez, hein, vous savez bien, en tant que médecin, une tumeur qui est Moi, je faisais de la médecine vascularisée, dentaire, holistique, mais une tumeur qui est vascularisée, elle va se développer. bien Donc, une sûr. tumeur qui n'est pas vascularisée, etc., elle va pas se développer de la même manière. Donc, je me suis dit, mais finalement, c'est du quantique, hein. C'est-à-dire que c'est une information qui va éradiquer une information parasite, c'est-à-dire un kyste mémoriel. Écoutez, c'est vraiment heureux, cher Patrick, que vous vous consacriez vraiment à l'enseignement, parce que maintenant, vous qui faites tomber les frontières, ce qu'il faut faire tomber maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est la frontière de nos croyances. Vous savez, on m'a posé une question. Euh, est-ce que vous pensez que la médecine vibratoire, c'est la médecine de demain? Alors, c'est une question qui n'est pas, la réponse, elle n'est pas évidente, mais moi, je crois que comme il y a une médecine, si vous voulez, conventionnelle, comme il y a une médecine du corps-esprit, il y aura un jour une médecine vibratoire, hein. Tout à Parce fait. que c'est comme ça. La manière dont on a pensé, la manière dont on a perçu la réalité il y a 20 ans, 50 ans, un siècle, hein, Ça ne fonctionne vous le plus. savez bien, elle change sans arrêt. La nature, elle évolue, tout évolue, même des systèmes de pensée évoluent. Voilà, ben écoutez, vous retrouverez vraiment les systèmes de pensée les plus avancés, le fruit de toutes les recherches de Patrick Drouot, on est obligé d'être admiratif devant vous, mon cher Patrick. Et je crois que vous allez faire vraiment beaucoup d'heureux avec ce livre, hein, ouvrir des portes vraiment de grands espoirs. Ouais, il est, Un voilà. grand, grand merci, mon cher Patrick. Si vous le permettez, Christian, je veux Oui, simplement faire une conclusion qui, pour moi, est très, 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 très importante. Vous savez, en fait, nous faisons tous partie de la même grande famille universelle, minérale, végétale, animale et humaine. Nous faisons tous partie du même peuple, de la même tribu, du même clan, et de l'atome à l'étoile, nous sommes tous un. Et ce concept d'unité, c'est l'un des plus grands secrets que la médecine quanto-vibratoire du futur, eh bien, nous permet de vivre à travers les aléas de l'histoire jusqu'à nos jours. Nous sommes un. nous ramènerait à parler de la puissance de l'amour avec un grand A, mais à ce moment-là, il faudrait une autre émission, mon cher Patrick. Encore un grand, grand merci. C'était Merci, merci à vous, Christian. Merci, Patrick.